Le bail de résidence principale est un contrat par lequel le bailleur procure la jouissance d'un bien immobilier au locataire pour qu'il installe sa résidence principale en contrepartie du paiement d'un loyer. Le législateur belge a édicté la loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence principale afin de protéger le locataire en tant que tel. Les dispositions contenues dans cette loi ne s'appliquent qu'aux contrats de bail portant sur le logement que le preneur affecte à sa résidence principale avec l'accord du bailleur. Pour que les règles du bail de résidence principale trouvent à s'appliquer, le bien sur lequel porte le bail doit servir de logement au preneur. Plus précisément, il faut que l'immeuble serve de résidence principale au preneur. On entend par là le lieu où habite de manière habituelle le locataire et où se situe le siège de ses intérêts personnels et familiaux. Cette affectation est une question de fait dont la réalité est appréciée par le juge de fond. Il faut encore que le bailleur donne son accord sur cette affectation. S'il est donné en début de bail, l'accord peut être exprès ou tacite. Par contre, si l'affectation se produit en cours de bail, l'accord du bailleur doit nécessairement être constaté par écrit. Le bailleur ne peut interdire l'affectation des lieux qu'en se fondant sur des raisons expresses et sérieuses, portant notamment sur la destination naturelle des lieux. Afin de protéger les locataires et d'améliorer leur qualité de vie, les différents législateurs ont prévu des dispositions qui imposent des exigences particulières quant à l'état des lieux loués. La loi de 1991 précise expressément que le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. À défaut, le preneur a le choix entre exiger l'exécution des travaux nécessaires ou demander la résolution judiciaire du bail avec des dommages et intérêts. En outre, les régions ont édicté des normes relatives au logement. Ces normes ont de plus en plus d'importance et des sanctions peuvent être prononcées à l'encontre du bailleur s'il ne respecte pas les prescriptions instaurées. Les baux de résidence principale peuvent être classés en deux catégories. Les baux conclus pour 9 ans au moins et les baux de courte durée. En principe, les baux de résidence principale couvrent une période de 9 ans. Cependant, rien n'empêche les parties de conclure un bail d'une durée supérieure. Par contre, excepté les baux de courte durée, aucun bail ne peut être conclu pour une durée inférieure à 9 ans. À l'échéance du contrat, l'une des parties doit notifier un congé au moins 6 mois à l'avance pour mettre fin au bail. À défaut, le bail est reconduit pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions. La loi prévoit toutefois une possibilité de prorogation du bail en raison de circonstances exceptionnelles comme l'âge avancé du preneur. Tant le preneur que le bailleur peuvent résilier anticipativement le contrat de bail. Le locataire peut le faire à tout moment et sans motif, moyennant un congé de 3 mois. Mais s'il le fait en début de bail, il devra une indemnité dégressive en fonction de l'année de rupture du contrat. Le bailleur peut procéder à la résiliation, soit à tout moment, moyennant un congé de 6 mois, et pour occupation personnelle des lieux, soit à l'échéance de chaque triennat. À l'expiration de chaque triennat, le bailleur peut mettre fin au bail pour des raisons de travaux à réaliser moyennant un congé de 6 mois et le respect de certaines conditions légales ou sans motif moyennant également un congé de 6 mois mais accompagné d'une indemnité qui varie selon le triennat durant lequel la rupture est intervenue. Les parties peuvent décider de conclure un bail d'une durée inférieure ou égale à 3 ans.
Sauf circonstances exceptionnelles, un bail de courte durée ne peut être prorogé qu'une seule fois, aux mêmes conditions et sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans. Un bail de courte durée prend fin par la notification d'un congé au moins 3 mois avant l'expiration de la durée convenue. À défaut d'un tel congé, ou si le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur, les parties sont réputées avoir conclu, dès l'origine, un bail de 9 ans. La possibilité d'une résiliation anticipée d'un bail de courte durée est controversée. Si le contrat de bail ne contient pas de clause de résiliation anticipée, cette résiliation semble impossible. Par contre, si une telle clause existe, la doctrine et la jurisprudence ont tendance à se prononcer favorablement sur l'exercice de cette clause. Néanmoins, certaines juridictions considèrent que seule une clause stipulée en faveur du preneur est valable. Lors de la conclusion du bail, les parties fixent le loyer de commun accord. Celui-ci est sujet à l'indexation, sauf si les parties l'ont expressément exclu. La loi de 1991 prévoit un système de révision du loyer dans lequel la phase judiciaire ne se produit qu'en cas d'échec de la procédure à l'amiable. Les parties peuvent convenir d'une révision du loyer entre le 9e et le 6e mois précédant l'expiration du triennat en cours. Un accord anticipé ou tardif sera frappé d'une nullité à moins d'être avalisé par le juge de paix. À défaut d'accord, une des parties peut saisir le juge de paix pour qu'il détermine une révision du loyer en équité. La demande ne peut être intentée qu'entre le 6e et le 3e mois qui précède l'échéance du triennat. De plus, le juge ne peut faire droit à la demande que si, par le fait des circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de 20% au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande. Ces circonstances doivent être de nature à influencer la valeur locative pendant au moins la période de 3 ans à venir et doivent être nouvelles, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas lors de la détermination du loyer initial. Outre le loyer, le locataire est amené à payer des charges locatives. Quant au montant de ces charges, les parties peuvent prévoir un montant forfaitaire ou le paiement des charges réelles, celles qui correspondent aux dépenses réelles. En outre, le précompte immobilier ne peut être mis à charge du locataire. Dans certaines circonstances, le locataire peut bénéficier d'avantages fiscaux liés à ce précompte. La garantie locative sert à couvrir toutes les créances découlant d'une inexécution totale ou partielle du contrat de bail. Cette garantie vise notamment les dégâts locatifs. Elle ne peut être constituée que lors de la conclusion du contrat et pas en cours d'exécution. Le locataire peut opter pour une des 3 formes de garantie existantes. En général, le preneur dépose 2 mois de loyer sur un compte bancaire individualisé ouvert à son nom. Ce compte est bloqué et les intérêts qu'il produit bénéficient au locataire. La seconde forme est la garantie bancaire. Afin de faciliter l'accès au logement des familles à faible revenu, une institution bancaire constitue une garantie de 3 mois de loyer que le locataire s'engage à rembourser par mensualité durant un maximum de 3 ans. La troisième forme est une variante de la garantie bancaire. Le principe est le même, mais en cas de non-remboursement de la garantie par le locataire, le CPAS s'engage à intervenir en tout ou en partie.
La loi de 1991 interdit la cession du bail sauf accord écrit et préalable du bailleur. Sauf si le bailleur s'y oppose, lorsqu'il donne son consentement, la cession délivre le preneur de toute obligation postérieure à la cession. Néanmoins, il est de l'intérêt du bailleur de s'opposer à cette décharge du cédant en manifestant son refus dans l'accord préalable à la cession. La sous-location totale est interdite. La sous-location partielle, par contre, est autorisée pour autant que le bailleur soit d'accord et que le reste du bien loué demeure affecté à la résidence principale du locataire initial. La durée de la sous-location ne peut pas être supérieure à celle du bail principal restant à courir. En cas de résiliation anticipée du bail principal, la loi a prévu une protection particulière en faveur du sous-locataire. Si le bailleur met fin au contrat, le preneur a l'obligation de notifier une copie du congé au sous-locataire, au plus tard le 15e jour suivant la réception du congé, afin de le prévenir que la sous-location prendra fin à la même date que le bail principal. Dans le cas où c'est le preneur qui met fin au bail, il est tenu de donner au sous-locataire un congé de 3 mois au moins, ainsi qu'une indemnité équivalente à 3 mois de loyer. De plus, une copie du congé donné au bailleur doit accompagner le congé donné au sous-locataire. En cas de transmission du bien loué, il convient de distinguer selon que le bail est ou non date certaine. Lorsque le bail a une date certaine antérieure à celle de l'aliénation, l'acquéreur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur. Cette subrogation s'opère quand bien même le contrat de bail contiendrait une clause prévoyant la possibilité d'expulsion en cas de transmission du bien loué. Cette subrogation a pour effet de rendre opposable à l'acquéreur toutes les clauses et dispositions du bail. Si le bail n'a pas date certaine avant l'aliénation, l'acquéreur ne pourra mettre fin au bail que moyennant le respect de certaines conditions si le preneur occupe les lieux depuis 6 mois au moins. Ces conditions imposent à l'acquéreur la notification au locataire d'un congé de 3 mois qui doit, à peine de déchéance, intervenir dans les 3 mois suivant la passation de l'acte authentique de la transmission. De plus, l'acquéreur ne peut mettre fin au bail que pour certains motifs et dans certaines conditions prévues par la loi. Si la durée de l'occupation est inférieure à 6 mois au moment de l'aliénation, le bail est inopposable à l'acquéreur qui pourra expulser le locataire par le biais d'une décision judiciaire si le preneur se maintient dans les lieux.